Alors, bonjour à tous. Je m'appelle Diane Croteau-Labouli. Je suis chargée de projet senior pour Synergie économique Laurentide. Merci d'être présent. On voit que l'économie circulaire et ses bénéfices économiques est un sujet qui a attiré votre attention. Voici comment va se dérouler le webinaire d'aujourd'hui. Je vais tout d'abord céder la parole à Carole Charlebois et Mario Levesque du Mouvement Desjardins. Ils nous exposeront les outils d'aide financière de leur organisation. Ensuite, Ariane Blais du Fonds Éco-les2 présentera des ressources en éco-responsabilité. Je vous présenterai notre organisation et le projet plastique qui s'adresse aux entreprises des Laurentides pour ensuite céder la parole à Marc Journeau de l'Université Laval qui nous entretiendra sur la CFM. Je conclurai les présentations par un retour sur les éléments importants et nous terminerons avec une période de questions. Je vous invite donc à poser vos questions dans le chat au fur et à mesure, tout en indiquant à qui s'adresse la question. Nous y répondrons à la fin. Je cède donc la parole à Carole Charlebois, conseillère développement des affaires, et Mario Lévesque, directeur de compte du mouvement des caisses Desjardins. Alors, bonjour tout le monde. En fait, la partie que je vais vous présenter, c'est le FONC. C'est un programme qui a été créé en 2020 pendant la pandémie, qui visait à soutenir les entreprises dans différents projets de croissance, de transformation et pour maintenir et créer des emplois au Québec et en Ontario. Les entreprises visées, ce sont les secteurs commercial, industriel et agricole. C'est une aide financière qui est non remboursable, donc il n'y a pas de paiement à faire par la suite, qui équivaut à 25 le montant, qui était la valeur du projet, donc un minimum de 5 000 et un maximum de 20 000. Diane, tu peux changer la planche pour amener les secteurs lesquels sont inclus, donc le secteur innovation, le secteur relève d'entreprise, développement des marchés étrangers, en ergonomie, en investissement des talents, en soutien psychologique, en investissement, et là, je les ai pas j'ai pas le même ordre, en investissement en équipement éco-énergétique, en transfert d'entreprise et en transformation de modèles d'affaires. Ce sont les 9 secteurs qui sont visés. Donc, il y a 5 millions qui ont été approuvés pour 2022. Donc, les entrepreneurs ont juste à faire affaire avec le directeur de compte, lui soumettre leur projet et après ça, l'étude va être faite pour obtenir leur financement. Donc, je cède la parole à Mario. Merci, Carole. Moi, je vais vous parler d'un produit qui est relativement récent, date de quelques années, qui a été lancé par Desjardins. C'est un programme qui permet de combler le financement de type traditionnel pour l'ensemble des PME, disons de petites à moyennes entreprises. Ces investissements-là, ce prêt, comme on appelle ça un prêt non garanti. C'est un prêt qu'on appelle le prêt accélérateur qui s'adresse aux entreprises qui ont des besoins ou qui ont des désirs d'accélérer, pour ne nommer que quelques sujets, l'optimisation dans leurs opérations, la modernisation dans leur façon et leurs pratiques d'affaires, adhérer à la numérisation, faire activer encore plus la recherche et le développement, à la limite, innover dans leur secteur d'activité. Alors, ce prêt-là est un prêt qui est très peu, comment dirais-je, très simple à déployer. Il est sans garantie, il est très concurrentiel au niveau du taux et permet à nos entreprises d'enclencher ou d'entamer ou d'accélérer leur processus de modernisation pour être capable de, à la fois, oui, faire d'achat d'équipements qui vont permettre au niveau du système éco-énergétique d'être encore plus performant et aussi donner un support à nos entreprises dans une façon de faire, de leur prêter de l'argent sans trop de technicalité ni d'administration derrière. C'est un prêt quand même très intéressant. Comme je disais, accélération et vraiment relié au tissu économique de la région. En fait, il s'applique à toutes les régions du Québec, mais là, parlons particulièrement de la région des Laurentides. Je ne crois pas que ça serait pertinent, considérant le peu de temps qui m'est donné, d'entrer dans le détail du volet, mais toute la documentation relative à ce type de prêt sans garantie sera accessible via l'enregistrement du webinaire en question. Par contre, je demeure disponible, nous demeurons disponibles pour les questions qu'on aura le plaisir d'adresser et de vous répondre à la fin du webinaire. Alors, peut-être je pourrais passer la parole à Diane.
Oui, merci beaucoup, Mario. Merci, Mario Lebec. Merci, Madame Charlebois, de nous avoir informés de ces outils vraiment pertinents, en fait, qui sont vraiment cohérents en cohérence aussi avec le projet qu'on met de l'avant et la CFM. Je cède maintenant la parole à ma collègue Ariane Blais du Fonds EcoLeader. Merci, Diane. Je vais partager mon écran. Est-ce que ça fonctionne bien? Oui. On va... Oh, un instant. Bon, bonjour. Donc, merci Diane de me céder la parole, de me donner l'opportunité de vous présenter de façon très succincte le Fonds EcoLeader. Donc, je suis l'agente pour la région des Laurentides. En résumé, très rapidement, le Fonds EcoLeader est une initiative du ministère de l'Économie et de l'Innovation. On a aussi 3 organismes qui chapeautent le programme au niveau national. Le FAQDD pour le coordonnateur national, on le voit en bas, là, je ne vous dirai pas les noms complets, un animateur de réseau, le CQDD, et un conseiller en technologie propre, Écotech Québec. Et étant l'agente pour la région des Laurentides, je suis hébergée et je travaille en collaboration très serrée avec Synergie économique Laurentides. Donc, qu'est-ce que le Fonds EcoLeader? En fait, on a 3 leviers principaux. On a un réseau d'agents, donc on a des agents dans toutes les régions du Québec qui sont là pour vous aider dans votre amorce ou dans vos démarches en éco-responsabilité. On a un levier, en fait, on avait, je dois malheureusement le mettre au passé, une enveloppe de 18,5 millions qui a été malheureusement épuisée avant la fin du programme. Toutefois, on devrait avoir des nouvelles incessamment d'argent dans l'enveloppe bientôt. Donc, je le mets quand même là pour que vous sachiez qu'il y a une aide financière qui est normalement rattachée au Fonds EcoLeader. Et on a aussi un 3e levier là, qui sont des ressources dédiées pour vous inspirer. Donc, un peu plus en détail, le réseau d'agents. Donc, on est vraiment un réseau pour vous permettre en fait, pour mission de vous orienter. Donc, si vous avez un projet en environnement, je vous conseille de contactez votre agent de la région. Moi, c'est pour les Laurentides, mais si vous êtes d'une autre région, contactez votre agent. Et puis, on va être là pour vous orienter vers d'autres sources de financement, vu que notre programme est malheureusement épuisé, mais on connaît bien les autres programmes qui existent au Québec ou même au fédéral, et aussi tout ce qui est au niveau de l'expertise. Donc, votre agent peut vraiment vous aider à dépatouiller tout ça si vous avez des idées pour l'éco-responsabilité ou en technologie. Là, je vous ai mis une petite information sur l'enveloppe. Donc, ce que fait le Fonds EcoLeader, c'est vraiment de rembourser une partie, c'était 75 % dans la version initiale, d'une aide externe pour des études de préfaisabilité. Donc, on peut faire des diagnostics, des plans d'action, des démarches d'accompagnement. Et on a 2 volets principaux, c'est-à-dire les pratiques d'affaires éco-responsables et les technologies propres. On a 11 thématiques principales. On peut en inclure d'autres, mais ce sont les thématiques sur lesquelles on travaille le plus souvent et pour lesquelles on a des programmes aussi qui y sont attachés. Donc, vous pouvez les voir ici, les analyses de cycle de vie, l'approvisionnement responsable, bâtiment durable, développement durable. Donc, on en a plusieurs. La plus populaire de toutes est l'efficacité énergétique et la gestion des matières résiduelles et la gestion des gaz à effet de serre. Donc, mais vous voyez, il y a plein de possibilités au sein du Fonds EcoLeader. Donc, je termine ici. J'ai fait ça un peu plus rapidement là, pour vous permettre aux autres de pouvoir présenter. Mais je vous conseille vraiment soit de me contacter si vous avez quoi que ce soit comme question concernant soit de l'expertise. Comme vous pouvez voir, on a au fil des années peaufiné un beau répertoire d'experts. Donc, moi, je peux vous aider à trouver l'expertise qui colle à votre projet. Aussi, tous les programmes, on a un beau répertoire de programmes, mais je peux aussi vous aider à vous orienter dans tous ces programmes. Il y en a beaucoup, 140. On a aussi un blog avec des articles, des portraits, des vidéos pour vous inspirer un peu pour savoir qu'est-ce qui est possible de faire au sein de votre entreprise. Et donc, voilà, je vous conseille fortement de regarder notre site web assez complet et de me contacter ou contacter votre agent de votre région si vous avez des questions. Voici, je vous remercie beaucoup pour votre écoute. J'ai fait ça rapidement, mais j'espère que ça vous a piqué votre curiosité. Puis vous pouvez m'écrire à tout moment, ça me faire plaisir de vous répondre. Merci, Ariane, de nous avoir présenté ces ressources. On est désolé, il y a des nouveaux participants qui viennent s'ajouter. On a eu des petits problèmes techniques.
Vous n'avez pas manqué le cœur de notre présentation. La présentation de Marc Journeau arrive bientôt. Ça va être à moi de présenter nos services de Synergie économique Laurentide. Donc, Synergie économique Laurentide est un organisme à but non lucratif dont la mission est d'aider les entreprises à intégrer de meilleures pratiques éco-responsables en économie circulaire qui vont permettre d'améliorer leur compétitivité. On intervient principalement au niveau de la gestion des matières résiduelles. Chez Synergie économique Laurentide, on pilote des projets innovants et structurants et on offre des services d'accompagnement en entreprise en lien avec notre expertise en économie circulaire. Le projet Mission est un service conseil gratuit et personnalisé aux institutions, commerces et industries des Laurentides afin de les aider à mettre en place de meilleures pratiques visant à composter un maximum de matières organiques. Donc c'est ça, j'ai présenté le projet Mission. On a aussi le projet de valorisation des plastiques orphelins que je vais vous présenter dans la prochaine diapo. Comme l'a présenté Ariane, le Fonds Éco-Leader est issu d'un programme national visant à supporter tous ces entreprises à mettre en place de meilleures pratiques d'affaires éco-responsables. Synergie économique Laurentide encadre Ariane comme agent du Fonds Éco-Leader. La stratégie régionale en économie circulaire vise à rassembler les acteurs de l'écosystème des Laurentides autour de cet enjeu afin d'en multiplier les retombées positives. Enfin, nous offrons aussi des services d'accompagnement d'entreprise en lien avec l'économie circulaire. Le projet de valorisation des plastiques orphelins, dont le webinaire d'aujourd'hui fait partie, vise à accompagner les entreprises dans le but de détourner de l'enfouissement leur rejet de plastiques orphelins, soit par la recherche de débouchés ou d'opportunités de réduction à la source, ou par une ACFM qui vous sera présentée dans quelques minutes. Comme sur la figure, au final, on souhaite moins de déchets, plus de valorisation et moins d'extraction de matières premières. Ultimement, ça permet aussi aux entreprises de sauver dans leurs coûts de collecte de déchets qui peuvent généralement s'avérer assez salés. Pour ceux et celles qui ne sont pas familiers avec le terme plastique orphelin, ce qui n'est pas un terme assez courant, cette diapo est pour vous. Les plastiques orphelins sont des matières problématiques, étant donné qu'il n'existe pas de débouchés connus ou faciles pour les entreprises. Ce sont des matières potentiellement recyclables, mais qui sont généralement éliminées dans les sites d'enfouissement. Le shrink wrap en est un exemple parfait. Dans le cadre du projet plastique, nous avons ciblé 4 secteurs pour le potentiel de détournement de plastique qu'ils représentent. Donc, on a le secteur industriel auprès des manufactures, commercial, les grandes surfaces, agricole, le recyclage des pellicules d'ensilage de balles de foin, et récréo-touristique, le recyclage des pellicules d'hivernisation des bateaux. Il y en a quand même assez beaucoup dans les Laurentides. Pour le secteur industriel des Laurentides, nous avons développé une offre de services spécifique au projet. Grâce aux subventions obtenues auprès de nos partenaires, nous offrons aux manufactures des Laurentides un accompagnement d'une valeur de 8 000 $ au faible coût de 400 $. Donc, notre accompagnement vous permettrait notamment de diminuer les coûts liés à l'enfouissement, améliorer la fidélisation des employés et réduire les émissions de GES. Je vous invite à communiquer avec nous, avec notre équipe, pour en savoir plus. Merci à tous. Merci à tous nos partenaires, particulièrement à Développement économique Canada, au ministère de l'Économie et de l'Innovation du Québec et au Mouvement des Caisses des Jardins. Donc, je vais arrêter de partager mon écran. L'heure est venue de céder la parole à Marc Journeau de l'Université Laval, expert en analyse des coûts des flux de matière. Merci beaucoup, Diane. Bonjour tout le monde. J'espère que les problèmes techniques n'ont pas trop entaché votre enthousiasme pour le séminaire aujourd'hui. Donc, Marc Journeau, donc je suis professeur titulaire à l'École de comptabilité de l'Université Laval à Québec. Je suis également responsable d'un centre de recherche en comptabilité du développement durable et également co-titulaire du nouveau réseau de recherche en économie circulaire du Québec, qui regroupe maintenant plus de 180 chercheurs multidisciplinaires provenant de toutes les universités du Québec. Donc, aujourd'hui, ça me fait vraiment plaisir de vous parler de déchets. Ça fait particulier de parler de ça, mais on va parler, évidemment, je suis comptable de formation, donc on va parler de coût des déchets. Donc, quelle valeur représentent vos déchets et qu'est-ce qu'on pourrait en faire éventuellement pour créer de la valeur dans votre organisation. Donc, je vais partager mon écran. Diane peut confirmer qu'on le voit bien en plein écran. C'est beau. C'est parfait. Merci. Merci beaucoup. Donc, tirer profit de vos déchets, donc c'est un peu la thématique dans laquelle je vais vous amener dans les prochaines minutes. Donc, on va faire un wrap-up ensemble là, dans les 30 prochaines minutes de que représentent comme valeur ces fameux déchets-là pour vous.
Première petite question. On a quand même quelques personnes là, participantes malgré toutes les problématiques de connexion. J'ai une petite question pour vous que vous pouvez répondre dans le chat. Donc, d'après vous, les coûts associés à la gestion des déchets, donc la collecte plus l'enfouissement, donc ce que ça coûte finalement à gérer les fameux déchets, ça représente quelle proportion de l'ensemble des coûts associés à la gestion des déchets au sens large? Donc, je vous laisse répondre dans le chat rapidement. 7 20 40 50 ou 80 Même les autres panélistes peuvent répondre. Marianne, Diane, Elisa, etc. Moi, je connais déjà la réponse. Ah, il ne faut pas tricher à ce moment-là. Non. On peut se mouiller. Donc, j'ai une première réponse. Bon, les gens sont frileux de se prononcer sur cette question. Alors, la réponse n'est pas 80 ni 50, mais bien, en fait, 7 Donc, le coût de collecte de déchets ne représente qu'environ, en moyenne, évidemment, 7 de l'ensemble de tous les coûts qu'on peut associer aux déchets. Donc, d'où proviennent ces fameux coûts-là? C'est ce qu'on va démystifier ensemble dans les prochaines diapositives. Donc, quelques faits sur les déchets avant de se lancer sur le sujet. Donc, premièrement, le coût principal des déchets se situe en amont du conteneur à déchets. Donc, c'est vraiment les coûts de production des déchets. Parce que oui, il y a un coût de production des déchets, c'est-à-dire qu'il y a un coût de transformation, en fait, d'achat de matières premières et de transformation qui, ultimement, se ramasse dans vos déchets. Tout ça a un coût, évidemment, assez important. Le coût de production des déchets est de 3 à 181 fois plus élevé que la facture associée à la gestion des déchets, de là le fameux 7 Les éventuels revenus liés au recyclage des déchets, parce que la valorisation est quand même une alternative intéressante, mais sont quand même 5 à 10 fois inférieurs au coût de production des déchets. Donc, on comprend qu'agir en amont est toujours la meilleure solution, évidemment, malgré le fait qu'on pourrait éventuellement valoriser ces déchets. Et le coût des déchets peut, dans certains cas, représenter de 20 à 40 du coût total de production. Et dans certaines industries, là, honnêtement, on atteint même plus élevé que 40 J'ai, dans certaines études, là, eu des chiffres au-delà de cela. Donc, c'est des coûts majeurs. Donc, c'est important de prendre connaissance de ces coûts-là, puis éventuellement d'en avoir l'envergure économique pour pouvoir éventuellement agir. Donc, c'est ce que nous propose un petit outil qui s'appelle l'analyse des coûts des flux de matière qui vont nous permettre de mettre en lumière ces coûts-là. Une autre illustration, en fait, du fameux 7 de tout à l'heure. Donc, les coûts des déchets se séparent en deux grands types de coûts. Donc, le coût de la gestion et de traitement des déchets, le fameux 7 que je vous parlais, et les coûts de production, donc la face invisible du iceberg, la partie émergée qui est la plus grande proportion de l'iceberg, donc représente la plus grande proportion des coûts des déchets également. Donc, évidemment, c'est là-dessus qu'on va vouloir mettre l'emphase et mettre en lumière ces coûts-là pour mieux les comprendre et éventuellement peut-être agir. Donc, peut-être un exemple, une illustration concrète, pratique de ce que pourrait représenter le coût des déchets. Donc, c'est un exemple réel, évidemment rendu anonyme maintenant, que j'ai vécu depuis, ça fait de très nombreuses années maintenant, mais toujours d'actualité. Donc, une entreprise qui fabrique des produits de salle de bain, donc toilettes, lavabo, douche, baignoire, en acrylique, produits plastiques, et qui, lors de ma visite, générait beaucoup de retails d'acrylique. Donc, on a l'exemple de ballots d'acrylique ici, là, beaucoup de retails d'acrylique. Et lors de ma visite des installations, je me suis informé à savoir quelle était la provenance, en fait, de ces retails-là. Donc, vous allez voir de façon assez banale. Au départ, on utilise des feuilles d'acrylique vierges, coupées sur mesure, en fait, qui provient de l'étranger. Et une fois qu'on a reçu ces produits-là, on rentre cette feuille d'acrylique-là dans un four à haute température et on vient thermoformer, en fait, l'acrylique pour lui donner sa forme dans un moule, une baignoire, un lavabo, une douche, etc. Une base de douche, évidemment. Et par la suite, on vient saisir le produit et donc le pincer pour le sortir du four avant qu'il perde sa forme. Mais comme il est chaud, on doit utiliser un système de pince pour le saisir. Et comme on saisit le produit alors qu'il est encore un peu malléable, bien évidemment, on abîme le produit à l'endroit où on le pince. Et donc, on doit prévoir un rebord tout le tour du produit là, pour venir le saisir sans l'abîmer. Et par la suite, on vient découper le rebord avec un X-Acto tout simplement. Et au final, on obtient notre produit fini impeccable et bien sûr, des retails d'acrylique. Jusque-là, pas trop de scandale, plutôt une fabrication plutôt classique. Maintenant, si je vous demandais quels sont tous les coûts associés
au retail d'acrylique, donc aux déchets dans ce cas-ci, bien entendu, il y a le coût de traitement des déchets, qui est d'environ 30 000 dans le cas de cette entreprise-là. Mais si on additionne tous les coûts de transformation de ces déchets-là, on va se rendre compte qu'il y a beaucoup de coûts. Premièrement, il y a une partie de la feuille d'acrylique qui se retrouve finalement aux déchets. Donc, on doit acheter une feuille d'acrylique plus grande pour prévoir le fameux rebord en question qu'on va découper par la suite et envoyer au rebut. Donc, on devait dans ce cas-ci acheter entre 10 et 18 % plus de surface de feuille d'acrylique. Et cette surface-là cette surplus-là était éventuellement découpée et envoyée aux déchets. Ensuite, qui dit une feuille d'acrylique plus grande et plus lourde, dit des coûts de transport supplémentaires. Ensuite, les coûts de transformation sont plus élevés parce que l'énergie nécessaire pour venir chauffer la feuille et la rendre et la mouler est plus grande parce que la surface de la feuille est plus grande. Ensuite, on a tout le système de pince là, qui est là, qui est nécessaire pour saisir le produit qui lui est la cause finalement de la découpe. Ensuite, on a le système de découpe qui est là et finalement, on retrouve finalement nos déchets à la fin et notre produit fini. Donc, il y a une partie de la valeur qui se retrouve dans le produit, mais il y a une partie de la valeur évidemment qui se retrouve dans les déchets. Si on additionne les coûts de matières premières, les coûts d'énergie, les coûts d'équipement, les coûts de main-d'œuvre et qu'on les sépare entre le produit fini et les déchets, on se retrouve, dans le cas de cette entreprise-là, à une somme qui était au-delà de 4 millions de dollars associés au retail d'acrylique. Alors, évidemment, à partir du moment où l'entreprise a su que ça coûtait 4 millions de dollars ces retails d'acrylique, elle a pu agir. Au départ, elle considérait que ça coûtait 30 000 dollars ces coûts d'acrylique. Mais à partir du moment où c'était 4 millions, on comprend qu'en termes de hiérarchisation des priorités dans l'entreprise, c'est monté dans la sphère des priorités. Et finalement, on a fini par trouver une solution à cela parce que la problématique ici était le système de pince. C'est ce qui provoquait le fait de devoir acheter une feuille plus grande et ensuite de faire une découpe et d'avoir une retaille. Donc, on a travaillé là-dessus, puis on a trouvé une nouvelle machine qui était existante en Europe et qui permettait d'avoir finalement d'éliminer le système de pince et de pouvoir sortir autrement avec un système de ventouse-succion, finalement ici, de sortir le produit sans l'abîmer. Et donc, ce qui permettait d'éviter toutes ces retailles d'acrylique-là et de sauver, en fait, plus que 4 millions par année parce que la nouvelle machine était beaucoup plus récente, plus performante, moins énergivore, plus productive, avec moins de non-conformité. Donc, en plus, la récupération d'investissement s'est fait beaucoup plus rapidement. On parle d'un délai de récupération d'investissement de moins de 2 ans dans le cadre de ce produit, de ce projet-là. Pourquoi l'entreprise n'avait pas vu ça avant? 2 raisons. Premièrement, les coûts qui sont normalement associés aux déchets étaient déjà considérés dans le prix de revient, dans le coût de revient du produit. Donc, ils étaient noyés dans le coût de revient du produit. Et donc, l'entreprise faisait de l'argent quand même. Elle avait un bénéfice, évidemment, elle avait une marge entre son produit et son coûtant. Par contre, à partir du moment où on a isolé ce prix-là, le coût des déchets ici, on a pu mettre une emphase là-dessus en disant comment on pourrait éviter ce coût-là. Puis au final, tout simplement améliorer la marge finalement du produit vendu en réduisant les coûts de production dans ce cas-ci. Donc, la première raison, c'est la méconnaissance des coûts. Ce coût-là n'était pas connu. Puis la deuxième raison, c'est le fait d'être pris dans un paradigme, dans le fond, de toujours faire les choses de la même façon. Pour eux, fabriquer un produit d'acrylique, dans ce cas-ci, c'était la meilleure façon de faire. D'ailleurs, c'est une entreprise fortement engagée en qualité, en lean manufacturing, en Kaizen, en 5S. Il avait même gagné des prix en termes de qualité. Il livrait toujours des produits à temps, de très bonne, très, très haute qualité aux clients. Les clients étaient très satisfaits. Donc, pour eux, il n'y avait pas vraiment de raison de changer leur façon de faire. Et pourtant, à partir du moment où on a mis en lumière le coût de leurs déchets, évidemment, on s'est rendu compte qu'il y avait quand même beaucoup d'argent à aller chercher qui restait, qui se ramassait aux déchets, dans les poubelles, finalement, qu'on pouvait aller chercher en pensant autrement. Donc, c'est ce que propose finalement la CFM, l'analyse des coûts des flux de matière. Ce que ça propose, c'est de mettre en lumière ces enjeux économiques-là associés aux déchets pour éventuellement, peut-être, avoir un désir d'innovation, de changement pour venir réduire ces coûts-là et améliorer, finalement, bien entendu, la rentabilité de l'organisation. Donc, qu'est-ce que le CFM? C'est un outil. C'est un outil qui vise à quantifier les déchets. Si je simplifie le tout. C'est un outil qui provient d'une norme. C'est une norme qui existe depuis 2011, la norme ISO 14051,
mais c'est une norme qui est relativement complexe et très technique. Et donc, évidemment, si vous voulez avoir des détails techniques sur l'outil, je peux vous référer à la norme, mais par contre, c'est une norme qui est, comme je vous disais, très technique. Nous, ce qu'on propose comme approche, c'est une approche beaucoup plus simpliste qui atteint quand même les mêmes objectifs de mettre en lumière finalement les enjeux économiques associés à vos déchets. Et c'est un peu là-dessus que je veux rapidement vous amener. Donc, comment se traduit l'analyse des flux de matière? Bien, premièrement, comme j'ai illustré précédemment, 2 sections à regarder. Donc, les coûts de gestion des déchets, donc stockage, manutention, location d'un conteneur, le fait de vider votre conteneur puis de le faire enfouir ou envoyer à l'incinérateur, par exemple, tous ces coûts-là, ce sont des coûts de gestion des déchets qui représentent le fameux 7 % en moyenne, évidemment. Et en amont de tout ça, de tous les coûts d'achat de matières premières, de stockage et de transformation de cette matière-là, qui en partie se retrouve, dans certains cas, aux déchets. Donc, quand on additionne ces deux facettes-là, on retrouve le coût complet des déchets pour votre organisation. Pour faire l'analyse des coûts des flux de matière en amont pour la production, ce qu'on doit faire généralement, c'est de faire un flux de vos étapes de production. Donc, par quelles étapes, finalement, votre matière transite dans votre chaîne de fabrication et à quel moment, finalement, les déchets sont générés. Donc, dans ce cas-ci, il y aurait, par exemple, des déchets générés à chacune des étapes de fabrication, ce qui n'est pas nécessairement toujours le cas. Vous comprendrez aussi que plus on s'en va vers la droite, donc plus on va loin en aval dans les étapes de fabrication, plus les coûts s'additionnent. Donc, plus le coût des déchets qui sortent, par exemple, à l'étape de fabrication 3, sont élevés. Ces coûts-là sont élevés parce qu'on additionne à des coûts. Donc, on transforme, on travaille, il y a de la main-d'œuvre qui travaille, il y a de la machine qui travaille, puis finalement, ils travaillent pour générer en partie des déchets. Okay? Donc, ces coûts-là s'additionnent. Donc, plus les déchets se ramassent loin dans la chaîne de fabrication, bien, plus ils vous coûtent cher, en quelque sorte, ces déchets-là. Pour illustrer mon propos, on va prendre un exemple. Donc, ici, c'est un exemple réel, encore une fois, rendu anonyme et j'ai rendu un peu plus générique, plus simpliste là, pour les fins de présentation aujourd'hui. Mais donc, un détaillant, donc un fabricant plutôt de chaises, de plastique moulé, dans ce cas-ci. Donc, j'ai pris cet exemple-là parce qu'il est relativement simple. Vous allez le voir là, dans le processus. Donc, eux généraient quand même beaucoup de retailles, notamment de plastique dans leurs conteneurs. Donc, si on regarde ce qu'ils avaient dans leurs conteneurs à déchets, donc beaucoup de carton, si on n'est pas surpris, beaucoup d'emballages de carton provenant de leurs fournisseurs notamment, du plastique, donc les fameuses retailles plastiques, du métal et du bois. Donc, c'est ce qu'on retrouve dans le conteneur à déchets. Et d'ailleurs, c'est toujours la première étape à faire, c'est d'aller fouiller un petit peu dans les déchets pour savoir qu'est-ce que vous avez comme contenu dans votre conteneur à déchets. Deuxième étape, c'est de dessiner ce fameux processus de fabrication. Donc, on part par le haut, en haut à gauche, par l'approvisionnement, et ensuite, on suit les différentes étapes de fabrication. Donc, on a du moulage, de la découpe, du perçage, du montage. Dans l'emballage, on revient vers la gauche, l'emballage et la livraison. Et à l'étape montage, bien évidemment, on a des pattes de métal qui s'ajoutent à notre fameux moule de plastique qui est le siège en question et qui forme finalement, au final, la chaise complète. Les petites flèches grises sont les déchets qui sortent, en fait, de chacune des étapes. Donc, il y a des déchets lors d'approvisionnement. Le fameux carton et les palettes de bois sortent dès l'approvisionnement parce que ça provient, ces déchets-là, de l'approvisionnement. Au niveau du moulage, on a du plastique moulé qui est généré là. Au niveau de la découpe, on a du plastique découpé aussi qui est généré. Et au niveau de la préparation des pâtes, on a aussi des découpes de métal qui sont générées là. Donc 4 secteurs de déchets, là, finalement, qui sont générés. Les flèches vertes, ce sont les flux matières, donc de produits qui vont finalement être livrés, vendus sur le marché. Donc, on voit le plastique là, qui passe de 40 000 kg au départ à 37 000 parce qu'il y a 3 000 kg qui sort en forme de déchets, et ainsi de suite. On va se concentrer nos efforts sur ces 3 déchets-là ici, donc le plastique moulé, le plastique découpé et le métal. Pourquoi? Parce que ce sont les 3 matières, ces 3 déchets, sources de déchets qui induisent le plus de coûts. Le carton et les palettes de bois en amont, qui induisent en fait très peu, voire pas de coûts, puisque le carton était déjà inclus dans l'approvisionnement de votre matière première, ainsi que la palette de bois.
C'est sûr que dans le monde idéal, si on était capable d'isoler le coût du carton et de la pellet de bois dans votre approvisionnement, on serait dans un monde plus parfait. Mais honnêtement, des fois, on n'en vaut pas la chandelle. C'est souvent des coûts très, très marginaux. Et donc, on vous invite plutôt à aller travailler sur les coûts de vos déchets qui sont générés lors de votre fabrication. Ce sont souvent les coûts, les déchets les plus porteurs en termes de coûts. Donc, je poursuis mon exemple. Donc, on a 3 déchets ici qui nous intéressent. Et donc, je vous ramène un petit peu en arrière. Donc, j'avais dit qu'on a regardé les coûts de gestion des déchets, puis ensuite, on a regardé les coûts de production des déchets. Donc, ici, on s'arrête au départ au coût de la gestion des déchets. Donc, au total, ça coûte, pour cette entreprise-là, ça coûtait 21 200 $ de coût de gestion des déchets total pour gérer leurs conteneurs, le vider, etc. Par la suite, tout simplement, ce qu'on fait ici, c'est qu'on peut, il y a plusieurs méthodes, mais ici, très simplement, on a tout simplement pris le volume occupé par chacune des matières et on a imputé le 21 200 $ finalement à chacune des matières. Donc, on voit que le carton coûte 55 de 21 200 $ de gestion de ces déchets-là, puis ainsi de suite. Ensuite, au niveau du coût de production des déchets, bien là, c'est là qu'on arrive à additionner finalement nos fameux 3 coûts de déchets que nous avions tout à l'heure. Donc, le plastique moulé, le plastique découpé qu'on retrouve sur la seconde ligne, ainsi que le coût du métal. Donc, et là, c'est là qu'on voit dans l'avant-dernière colonne les coûts de production des déchets. Et là, on voit que c'est des coûts beaucoup plus substantiels. Hein? Donc, on parle de presque 165 000 $ pour ce qui est des plastiques moulés et découpés et 133 000 $ pour ce qui est du métal. Donc, c'est des coûts très importants. Sans rentrer dans le détail des calculs, parce que ce n'était pas l'objet de la présentation d'aujourd'hui, mais ça inclut quoi ces coûts-là? Donc, évidemment, une partie des coûts des matières premières, une partie de la main-d'œuvre qui a travaillé à la transformation, une partie des équipements, une partie des énergies, puis éventuellement une partie des frais indirects là, qui seraient associables à cette fabrication-là. Dans ce cas-ci, il n'y a pas eu de coût indirect, on s'est limité aux coûts que je vous ai parlé, donc matière, main-d'œuvre, coût machine et énergie. Donc, au final, on retrouve notre fameux coût complet. On additionne notre coût de gestion des déchets qui finalement demeure très faible. On additionne nos coûts de production des déchets, on retrouve nos fameux coûts complets des déchets. Et là, déjà, hein, ça met en lumière très rapidement où on devrait agir. Donc, premièrement, au départ, notre réflexe aurait pu peut-être de dire on va agir sur le carton parce que ça représente 55 % de mon conteneur. C'est peut-être là que je devrais agir en premier pour réduire en fait, cette quantité de carton-là qui se retrouve au conteneur. Bon, ce n'est pas un mauvais réflexe parce qu'il y a quand même certainement un gain à faire là, mais ce n'est certainement pas le plus payant. Voyez-vous, le plus payant dans ce cas-ci, hein, c'est clairement le plastique et le métal. En fait, hein, il représente 96 % de l'ensemble de vos coûts complets de déchets, alors qu'il représentait en volume dans votre conteneur seulement 35 %. Donc, il y a vraiment ici, donc ça met le focus en fait sur où on devrait agir en tant que tel. Autre constat, ben, notre fameux 7 % de tout à l'heure que je vous parlais, ben, on est pas mal dans les mêmes eaux aussi dans cet exemple-là. On est à 6,65 %. Donc, le coût de la gestion des déchets représente un infime coût du coût complet des déchets qui se retrouvaient dans ce conteneur. Donc, qu'est-ce que l'entreprise a fait concrètement? Ben, en fait, ils ont travaillé vraiment en amont hein, sur la conception clairement de la chaise. Pour faire quoi? Ben, pour minimiser les pertes de plastique lors du moulage et lors de la découpe. Donc, ils ont revu leur gabarit, ils ont revu la conception de la chaise pour maximiser finalement l'utilisation du plastique et minimiser, dans ce cas-ci, les pertes associées au moulage et à la découpe. Ils ont revu aussi les techniques de démoulage pour réduire le nombre de non-conformités, parce qu'il y avait un certain nombre de rebuts de plastique qui étaient dus à des non-conformités lors du démoulage. Donc, ce qui a permis de réduire effectivement la quantité de pertes, mais aussi on a revu les techniques pour s'assurer de minimiser le nombre de plastiques supplémentaires qu'on avait besoin pour avoir un démoulage efficace. Donc, on a réduit ça. Donc, la fameuse bande de tout à l'heure, je vous parlais là, dans l'autre exemple, c'est un petit peu la même chose. Lors du démoulage, on a une petite bande qu'on doit garder pour le démoulage. Mais on a réduit cela. Donc, on a minimisé à chaque démoulage la perte associée à cela. On a revu aussi les techniques de découpe pour minimiser les erreurs et donc les non-conformités à cette étape-là. Et donc, on a réduit vraiment énormément en amont là, la quantité de plastique devant rentrer finalement dans le circuit de production.
À la fin, on se retrouvait quand même avec du plastique moulé découpé. Et là, donc, on est en train de travailler justement à valoriser ce plastique moulé découpé-là qui resterait dans le conteneur à déchets, au moins aller chercher un petit revenu avec cela si c'est possible. Mais on voit que le plus grand effort a été fait en amont parce que réduire, c'est ce qui est le plus payant dans ce cas-ci. Donc, comment tirer profit de ces déchets? Ben, en appliquant, en fait, l'ACFM et ensuite, lorsqu'on a eu nos données et nos chiffres, ben, en appliquant un petit principe très simple qui est le principe des 3 R. Donc, réduire, réutiliser et recycler. Et je pense que vous avez compris à travers ma présentation que le R le plus payant, c'est clairement réduire. Donc, le premier réflexe qu'on devrait avoir une fois qu'on a mis en lumière nos enjeux économiques, c'est de trouver la source du problème. Qu'est-ce qui génère le déchet? Et deuxièmement, tenter de réduire cet enjeu-là. Donc, dans le cas de notre chaise, c'était clairement le moulage et le découpage. Donc, comment on peut réduire l'utilisation de plastique lors du moulage? Comment on peut réduire les problématiques de démoulage qui entraînent des non-conformités? Même chose pour le découpage, comment on peut mieux découper pour éviter les pertes? Comment on peut mieux prévoir, en fait, la conception des chaises pour réduire la quantité de plastique qu'on doit découper? Donc, tout ça, on est dans réduire ici, c'est ce qui a été le plus payant pour l'entreprise. Dans un deuxième temps, on aurait pu peut-être s'interroger dans l'entreprise, est-ce qu'on peut réutiliser le plastique découpé par la suite pour le faire refondre et le réutiliser? Ce n'était pas une alternative qui était possible pour l'instant pour l'entreprise, mais ça pourrait être des réflexes qu'on pourrait développer plus tard. Et finalement, ben, recyclage, la valorisation, donc comment on peut, à la limite, revendre éventuellement ces retails-là à une autre entreprise qui pourrait en bénéficier par la suite. Mais c'est quand même souvent le R le moins payant. Donc, bien entendu, lorsqu'on peut travailler en amont, c'est ce qui est le plus intéressant. Je vous donne en terminant quelques autres exemples d'entreprises qui ont appliqué les principes de la CFM et qui en ont tiré profit. Donc, les tissus GeoShield, donc, ils sont à Quaticook, en Estrie. Leur problématique à eux, dans leur conteneur à déchets, un peu comme l'autre entreprise de tout à l'heure, beaucoup de carton, beaucoup d'emballage plastique et un peu de retail de tissu et beaucoup de fils, mais qui envoient de fils pour faire du tissu, parce qu'eux font du tissu. Mais bon, qui évidemment en volume représente très peu de volume dans le conteneur à déchets. Et pourtant, les deux éléments qui étaient les plus faiblement contenus dans le conteneur à déchets et qui étaient le plus payants, c'était de travailler sur le fil et sur les retails de tissu, parce qu'il y avait énormément de coûts là-dedans. Plusieurs centaines de milliers de dollars se retrouvaient finalement dans le conteneur à déchets à travers ces retails-là de fil et de tissu. Donc, on est arrivé sur la cause, donc les sources de génération de ces déchets-là. Deux causes. La première cause, c'est cette fameuse machine-là que vous voyez ici. Donc, une machine qui tisse, qui tisse le tissu. Et pour qu'un tissu soit impeccable, bien, il faut prévoir ce qu'on appelle une lisière. Donc, on ne le voit pas bien ici, mais c'est complètement à la droite sur l'image. Mais il y a une petite lisière, là, une bande, finalement, qu'on doit prévoir pour assurer l'intégrité du tissu lors de sa fabrication. Mais par la suite, cette bande-là n'est plus utile. On n'en a plus besoin. Donc, l'entreprise a travaillé sur la réduction de cette fameuse bande-là qui a toujours été finalement de taille X, donc 3 ou 4 cm de mémoire, là, je ne me souviens plus exactement, depuis toujours, depuis les décennies que l'entreprise faisait ça, elle a toujours fait ça de la même façon, puis c'était jamais vraiment remise en question sur le fait est-ce que la bande aurait pu être plus petite ou pas, tout simplement parce que pour eux, c'était marginal cette perte-là. À partir du moment où on a mis en lumière les enjeux économiques, ils se sont dit, ouais, y a-t-il moyen de réduire? Et finalement, ils ont pu réduire de moitié, finalement, cette bande cette fameuse lisière-là, sans avoir d'enjeu d'intégrité du tissu, donc tout en assurant la qualité, finalement, du produit, et donc de sauver énormément d'argent juste en faisant cela. Deuxième élément, on a travaillé sur la découpe, qui était l'autre enjeu. Donc, plus tard, dans la production, il y avait évidemment de la découpe qui se faisait. Il y avait quand même pas tant de pertes, mais un peu de pertes qui étaient faites avec cette découpe-là. Encore là, ils ont revu leur procédé et ça leur a permis de réduire une partie des pertes de découpe faites à cette étape-là. Donc, tout ça pour sauver, finalement, voyez-vous, plus de 75 000 $ par année. Beaucoup de kilos en fil et en tissu sauvés également, donc évidemment un gain écologique, environnemental très, très intéressant. Et DR, pour ceux qui se demandent ce que ça veut dire DR, c'est délai de récupération. Ça, c'est le côté comptable en moi qui ressort. Ça a pris combien de temps à rentabiliser leur investissement?
Ben, en fait, c'était quasi instantané hein, parce qu'en fait, il y a très peu d'investissements. Ils ont juste revu leur façon de faire, ajusté les machines, revu leur méthode de découpe. Donc, un peu de formation, un peu d'aide technique et finalement, en très, très peu de temps, ont rentabilisé leur investissement. Comme quoi, cet exemple-là, je l'aime bien parce que comme quoi, de mettre en lumière des enjeux économiques des déchets nous force parfois à revoir nos façons de faire, des choses qu'on ne voyait peut-être pas finalement sans avoir mis ces enjeux économiques-là en lumière. Un autre exemple, Fordia. Donc, Fordia fabrique des outils de forage diamantés et avait une grande problématique de retail, de rejet de graphite. Et le graphite, en fait, est utilisé dans le cas de Fordia comme matière pour les moules, en fait. Et lorsque l'entreprise a essayé d'identifier les raisons pourquoi il y avait autant de rejet de graphite, elle s'est rendu compte que c'était à cause de son démoulage. Donc, la durée de vie des moules était relativement courte. On parlait d'environ 1 an. Et puis, on s'est rendu compte chez Fordia que la durée de vie du moule était tributaire de la façon dont on démoulait les fameux outils de forage diamantés. Et donc, on a revu le processus, on a repensé la façon de faire pour essayer de revoir le démoulage et prolonger la durée de vie des moules. Ce qu'on a réussi à faire, on a réussi à doubler la durée de vie des moules juste en repensant la façon de faire. Et donc, voyez-vous, les gains sont assez substantiels, presque 100 000 par année, des tonnes de graphite de moins utilisés et rejetés, et encore une fois, un délai de récupération, ma foi, assez rapide d'1 mois. Dernier exemple peut-être, le groupe Gibault à Kamouraska. Donc, eux ont travaillé sur la mousse polyuréthane, qui est une base plastique notamment. Et eux, leur problématique, c'est encore une fois des découpes de mousse non utilisées, là, finalement, et qui étaient rejetées dans leur conteneur. Puis une grande quantité, là, donc 35 000 kilos par année. Donc, c'est quand même très substantiel. Puis, il n'y avait pas de débouché du tout pour ça. Et eux, pour l'instant, n'ont pas pu réussir à travailler en amont sur la réduction. Je pense que ça fait partie de leur projet actuel, mais au départ, n'ont pas pu travailler là-dessus. Mais on travaille au moins sur la valorisation, donc sur le 3e R, le recyclage. Et ce qu'ils ont trouvé comme solution, c'est de tout simplement retourner leur mousse polyuréthane à leur fournisseur, qui, lui, finalement, pouvait valoriser cette mousse-là pour en faire une nouvelle. Alors, ce qui est intéressant ici, c'est qu'en plus, en termes de logistique, on a pu optimiser parce que le fournisseur venant livrer de la polyuréthane vierge au départ, mais pouvait repartir avec la polyuréthane rejetée, découpée. Et donc, on avait en fait une optimisation en termes de logistique bien intéressante qui a entraîné quand même des économies assez intéressantes pour l'entreprise, malgré le fait qu'on travaillait seulement sur le 3e R. D'environ 12 000 par année avec des gains de gaz à effet de serre et des gains matière, donc des gains écologiques bien intéressants. Donc, comme le temps passe rapidement, je vais conclure ma présentation. Donc, en résumé, c'est quoi les bénéfices de l'analyse des coûts des flux de matière? Premièrement, ça permet de mieux comprendre l'ensemble des coûts associés à vos déchets. Ça, c'est la première chose. Je pense que l'exemple que je donne toujours, c'est de dire, puis reprenons peut-être l'exemple des plastiques tout à l'heure, de dire, vous avez 30, je ne me souviens plus des quantités, mais vous avez 30 000 kilos de plastique dans vos déchets, vous allez faire comme, ah. Mais si je vous dis, vous avez 200 000 d'argent dans vos déchets, vous allez faire comme, ah. Pourtant, c'est la même chose. On parle de la même chose, mais le A n'est pas pareil. On fait comme, à partir du moment où on traduit ces quantités de déchets-là en dollars, évidemment, ça peut nourrir un sentiment de « OK, il y a peut-être quelque chose à faire avec ça ». Deuxième élément, c'est évidemment servir d'élément de motivation. Donc, c'est peut-être un effet de levier là, pour s'occuper de la réduction des déchets en tant que tel, en identifiant évidemment les enjeux les plus importants adressés en premier, bien entendu, et en mettant l'accent évidemment sur la source du problème, pourquoi on génère ces déchets-là, et donc en mettant l'accent sur la réduction de la source. C'est ce qui est le plus payant, bien entendu, pour l'organisation. Ceci dit, ce n'est pas toujours miraculeux. Ça se peut que les solutions ne soient pas immédiates. Et donc, à ce moment-là, au moins, en attendant, trouver des débouchés potentiels pour ces déchets-là. Et au final, tout ça peut contribuer à réduire les coûts de votre organisation et même voir accroître les revenus. Ça peut être et ou, dans certains cas, où on peut réduire des coûts en réduisant en amont, mais aussi en valorisant les rejets qui nous restent
auprès de d'autres organisations. Donc, c'est ce que l'ACFM peut faire pour votre organisation. Donc, voilà. J'espère que ça a été assez dynamique et intéressant de votre côté. Maintenant, je recède la parole à Diane. Merci, Monsieur Marc Journeau, en fait, pour cette présentation vraiment très instructive. Pour conclure, je voulais revenir sur les éléments clés, en fait, qu'on peut retenir de ce webinaire. Donc, la première chose, c'est que gérer les déchets, c'est aussi gérer les coûts. Les coûts des déchets peuvent représenter de 20 à 40 du tout coût total de production. Donc, comme le disait Marc tout à l'heure, les retailles peuvent même coûter jusqu'à 4 millions, même j'imagine des fois plus. Donc, c'est pas forcément le pourcentage de ce que trouve dans notre conteneur qui est l'élément auquel il faut s'adresser en premier. Des fois, c'est vraiment plus payant de regarder les matières qui sont moins présentes dans le conteneur, mais qui ont vraiment un potentiel d'économie vraiment plus important. Donc, la CFM permet vraiment de cerner ces économies potentielles. Donc, pour vous aider à gérer vos matières résiduelles, il existe aussi des outils d'aide financière soutenus par des organismes régionaux. Desjardins propose aux entreprises le FONCé et le prêt accélérateur pour les aider à réduire leur empreinte écologique. Le fonds Éco-Leader propose une subvention aux entreprises qui souhaitent engager des experts qui vont les aider à mettre en œuvre des pratiques d'affaires éco-responsables ou à acquérir des technologies propres. Quant au projet plastique, si la CFM vous intéresse ou si vous trouvez que votre facture de collecte de déchets est assez salée, communiquez avec nous. On pourra mettre en place un programme d'accompagnement adapté à votre réalité. Donc, on est là pour vous aider là-dedans. Donc, c'est maintenant le temps de répondre aux questions. Je ne sais pas s'il y a des questions dans le chat. Je vais céder la parole à Elisa à ma collègue Elisa pour se présenter et nous faire part de vos questions auxquelles on pourra répondre. Oui, merci beaucoup Diane. Bonjour à tous, donc je suis Elisa, cofondatrice de Civision. En fait, c'est une start-up en technologie propre et on travaille en collaboration avec Synergie économique Laurentides dans le cadre du projet plastique. Donc, je suis très heureuse d'être parmi vous aujourd'hui et puis sans plus tarder, on va procéder à la première question qui vient de Ornella. Donc, elle aimerait poser une question à tous nos panélistes sur les informations de ce webinaire sont applicables en Afrique, particulièrement au Cameroun, où je réside actuellement, bien que souvent en déplacement sur le Canada. Merci. Ouais, je peux répondre, oui. Je pense que la CFM, l'analyse des coûts des flux de matière, est applicable n'importe où dans le monde. Hein. Je pense qu'on comprend bien qu'aussitôt qu'il y a un déchet généré, on peut calculer le coût, puis ensuite déterminer la cause, puis pouvoir agir là-dessus. Donc, oui, je pense que c'est applicable sans problème dans votre vie également. J'ajouterais aussi que nous, on offre un service d'accompagnement d'ACFM, tout comme Marc Journeau, mais dans le cadre du projet plastique, on accompagne presque gratuitement en fait les entreprises là, au coût de 400 $ pour mener cette ACFM-là, qui peut être quand même beaucoup plus coûteuse. Donc, c'est ça l'intérêt de mettre en place cet accompagnement-là, mais c'est uniquement pour les entreprises qui produisent des manufactures en fait qui produisent du plastique dans les Laurentides. Alors, si vous avez d'autres questions, vous pouvez soit allumer vos micros, soit les dire dans le chat. Je pense qu'on va terminer la présentation s'il n'y a pas d'autres questions. Un grand merci à M. Marc Journeau, Mme Carole Charlebois, M. Mario Levesque et Mme Ariane Blais. Merci à tous d'avoir été parmi nous. On est encore extrêmement désolés pour ceux qui n'ont pas pu assister en temps réel, en fait, pour voir le webinaire. On espère que vous allez pouvoir retrouver les informations dans cet enregistrement-là. Donc, vous recevrez un courriel récapitulatif au cours des prochains jours avec les présentations et le lien de visionnement du webinaire. On vous souhaite à tous une excellente fin de journée. Merci beaucoup. Merci. Bonne fin de journée. Merci. Merci à tous. Merci.